Tout d'abord, la crise du Covid est unique, certes, mais j'insiste sur le fait qu'elle était attendue. De dire que cette crise était imprévisible est une ânerie. Tout le monde, Bill Gates et bien d'autres, l'avaient annoncé. Donc il faudrait s'entendre sur la prévisibilité. Alors maintenant, effectivement, nous avons connu, sans monter au XXe siècle et a fortiori à la grande peste noire, nous avons connu dans les même 2 dernières décennies, 3 grandes crises auxquelles je compare l'actuelle. Il y a la crise financière de 1997-98, qui était partie de Thaïlande, et qui s'est répandue comme une traînée de poudre, un phénomène épidémique en réalité, à la Russie, à l'ensemble du continent américain. Et c'est comparable à l'affaire du Covid parce que c'est parti d'un pays qui était la Thaïlande, dont au fond personne ne surveillait de près les modalités de gouvernance financière. C'est donc, il y a un point de départ clairement localisable, un problème de gouvernance. La deuxième crise, c'est celle de la crise financière encore quelques années après, 20 ans après d'ailleurs, 10 ans après, pardon, de 2007-2008, qui était la grande crise issue de subprime, et celle-là est très comparable à l'échelle près au phénomène actuel, parce que les marchés financiers ont cessé de fonctionner. Ont cessé de fonctionner. Cette fois, ce sont les marchés réels qui sont interrompus. Il y a 20 ans, c'est les marchés financiers. Et ça, c'est extrêmement intéressant. On pourrait faire aussi une comparaison, si on remontait un peu plus en arrière, avec la situation de la Russie après la chute de l'Union soviétique, où tout le système des marchés s'est mis à s'écrouler. Et puis la troisième comparaison évidente, c'est le 11 septembre 2001, où vous avez eu une sorte de sidération, de choc, qui a été extrêmement vite récupéré sur le plan économique, mais en revanche, il en est resté, comme ça va être le cas pour le Covid, des traces durables sur le plan des libertés publiques. Alors, d'une manière générale, en effet, je crois que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que l'affaire du Covid-19 est plus un révélateur de dysfonctionnement ou de malfonctionnement et un catalyseur qui accélère un certain nombre de tendances préexistantes qu'une source de défaillance d'un type nouveau. Et ça, on peut en effet le voir dans toutes sortes de domaines. Alors s'agissant de la comparaison entre les États-Unis et la Chine, c'est extrêmement intéressant. Moi, je ne crois pas du tout que la Chine ait si mal géré que ça la crise. D'ailleurs, c'est un fait que les grandes épidémies des dernières années viennent d'Asie, pratiquement toutes, pas tout à fait toutes, mais presque toutes. On pourrait par ailleurs chercher à comprendre pourquoi, etc. Mais enfin, c'est un fait. Mais du coup, les pays d'Asie, pas seulement la Chine, prenez par exemple la Corée, réagissent beaucoup mieux. La question du masque, la question des tests, et c'est tout à fait banal en Asie. Et les Chinois, au-delà des polémiques, ont effectivement mis très vite le paquet, et actuellement, il semble bien qu'en termes de récupération économique, de relance, il fonctionne relativement bien. Si maintenant vous regardez du côté des États-Unis, c'est la catastrophe inverse. Pour plusieurs raisons, parce que d'abord, il se trouve que nous avons le président Trump qui a montré une fois de plus ses, on va dire, caractéristiques en minimisant, en niant même le phénomène, et parfois même en parlant à l'encontre de certains des États et en rejetant la nécessité de se protéger, protéger les populations, ce qui est tout de même extrêmement grave. Mais enfin, on a vu que finalement le roi était nu. Je veux dire que les États-Unis se trouvent là aussi face à cette crise au moins aussi démunis que les pays européens, par exemple, il y a quelques semaines encore, Trump fustigeait et méprisait. Donc, je crois que les États-Unis sont très fortement secoués,
Et j'ajouterais cependant que, et je pense qu'ils ont une capacité de résilience sur le plan économique qui est très supérieure à la nôtre, Européens, tout simplement parce que les Américains, les citoyens américains ont l'habitude de réagir vite devant les difficultés, de retrousser les manches, et ils ne sont pas comme les Européens, où beaucoup d'entre eux, plutôt que de retrousser leurs manches, donnaient la priorité à la défense des avantages acquis et des comportements qui ne favorisent pas nécessairement le rebondissement rapide. Donc ça, on le verra, si vous voulez. Mais enfin, je pense qu'il y a un affaiblissement du côté américain. Et puis alors, il y a un point aussi qui est absolument capital, qui est la question des libertés publiques, que j'évoquais à propos du 11 septembre, parce que la Chine a mis en place depuis bien longtemps d'ailleurs, enfin bien longtemps, depuis un certain temps, des mesures de surveillance de leur population, où on note les gens, etc. Et comme ceci est perçu comme assez naturel en Chine, ça va s'appliquer très facilement à des phénomènes comme le coronavirus, comme les épidémies. Les Américains n'en sont pas là, les Européens non plus, parce que nous avons évidemment une toute autre vision des libertés, mais en même temps, je vois difficilement comment on évitera, au moins en partie, si vous voulez, cette question de la surveillance de la population, et je crois que ça va nous secouer tous beaucoup, cette affaire, et encore une fois, ça me rappelle aussi un petit peu le 11 septembre, qui a été... Là, il y a vraiment eu un avant et un après sur ce plan-là. Comme toujours avec l'Union européenne, tout dépend du regard qu'on porte sur elle. Si on porte, comme j'essaie de le faire, un regard de long terme, on constate que cette union progresse exclusivement, j'ai envie de dire, à travers des crises. Et c'est en surmontant ces crises qu'elle se renforce et qu'elle dément systématiquement, jusqu'ici, les prévisions apocalyptiques que beaucoup font pour différentes raisons. Par exemple, si vous prenez la crise de 2007-2008, que j'évoquais tout à l'heure, la crise financière, depuis lors, le système monétaire et financier européen s'est considérablement renforcé. Je ne dis pas que ce soit suffisant, mais c'est considérablement renforcé. Et je pense que, si on regarde aussi, par exemple, les élections européennes de mai dernier, l'accouchement d'une commission a été extrêmement lent. C'est le 1er décembre seulement que la nouvelle commission a été intronisée, mais on s'aperçoit que, finalement, le Parlement européen n'est pas anti-européen, qu'il y a quelques personnalités remarquables et déterminées dans la nouvelle commission, etc. Alors, effectivement, l'Union européenne, en tant qu'Union européenne, ne s'est pas distinguée dans ses réactions, et sa gestion d'ailleurs, de la crise. Et figurez-vous que je suis allé chercher la composition de la commission pour voir si quelqu'un s'occupait de la santé. Franchement, je n'avais pas cette notion-là en tête, et effectivement, il y a un commissaire européen, une commissaire européenne, qui est la grecque, chargée de la santé. Bon, est-ce que quiconque a entendu sa voix? Pas moi. Et j'ai regardé les compétences de cette commission, de la commission en la matière, elles sont extraordinairement limitées en fait. Alors, c'est pas étonnant que l'Union européenne ne se soit pas distinguée dans cette crise, puisqu'elle n'y était absolument pas préparée. On réagit toujours mal quand on n'est pas préparé. Alors, moi, je crois que l'Union européenne, maintenant qu'il y a eu cette crise, va devoir s'emparer de ce sujet. Et je ne vois pas pourquoi elle ne ferait pas des progrès. Voilà, alors si on regarde les choses de ce côté-là, on doit dire qu'on s'est plutôt bien débrouillé, dans la mesure où, après, en effet, quelques balbutiements, etc., là, pour l'instant, on est en train, avec l'Allemagne et la France, de mettre en place un processus qui n'a pas encore totalement abouti, mais qui porte sur des montants considérables, 750 milliards d'euros, pour développer la solidarité. Donc, je considère que si on prend un peu de recul, ça n'est pas si mal que ça.